Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, votre rendez-vous hebdomadaire qui débriefe toute l'actu des Canaries malgré les matchs qui se suivent et se ressemblent. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un casting de haute volée ce soir sur ce plateau. Nassim Badri, ancien joueur du FC Nantes. Bonsoir Nassim. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien après ce très beau spectacle proposé hier à la Beaujoire. Je vais certainement mieux que le FC Nantes et ses joueurs. Eh bien c'est déjà ça, vous serez accompagné ce soir du recordman de sélection sur ce plateau. Et oui, il a ce titre, Emmanuel Merceron, consultant foot sur Télé Nantes. Bonsoir Emmanuel. On est le 19 janvier, je le disais, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année aujourd'hui. Est-ce que ça va vous messieurs ? Ouais, ça va très bien. Ouais. La saison de cyclisme reprend bientôt. On va vite oublier le FC Nantes après. On va essayer de remonter donc un petit peu le moral aux gens ce soir. Au sommaire, on parlera mercato avec l'arrivée du défenseur central Ali Youssif qui vient d'être annoncé par le club. Avec 4 recrues, le FC Nantes a-t-il suffisamment recruté ? On en parle tout à l'heure. Il y aura aussi les top flops après cette nouvelle défaite face au Paris FC et puis le quiz de fin d'émission évidemment. Mais d'abord, place au débrief, c'est parti. Et une fois n'est pas coutume, pour commencer cette émission, cette partie débrief cette semaine, je voulais vous montrer une image pour nous remonter un peu le moral. Messieurs, celle de la nouvelle victoire des joueuses du FC Nantes ce week-end. C'était samedi sur la pelouse de Saint-Etienne. Les Nantaises qui se sont imposées 1-0 grâce à une réalisation de Lucie Calba. Bilan très positif pour les joueuses de Nicolas Chabot avec 9 victoires en 13 matchs et une très belle deuxième place au classement de Première Ligue derrière les intouchables lyonnaises. Rien que ça. Une petite réaction à ce parcours que vous suivez, messieurs ? Écoutez, félicitations d'abord au coach Nicolas Chabot qui visiblement fait un travail remarquable. Il y a peut-être une qualification historique en Coupe d'Europe pour les féminines la saison prochaine. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter et j'espère aussi malheureusement que les déboires des hommes ne rejaillissent pas indirectement sur elles la saison prochaine. Et notamment sur les finances. En effet, Emmanuel, vous y prenez goût un petit peu à cette équipe ? Je suis allé voir Nantes-Marseille à la Beaujoire il y a 2-3 semaines. C'était très sympa. J'avais jamais fait encore de match de foot féminin tout court. Et c'était vraiment très sympa l'ambiance. Et puis de voir cette équipe tout en maîtrise, pas du tout inquiétée par l'OM à l'époque. Et puis qui va gagner des matchs à l'extérieur, qui est, malgré la pression d'être l'équipe surprise, qui continue à gagner des matchs. C'est vraiment hyper appréciable à voir. Elle porte bien elle porte haut les couleurs de Nantes, beaucoup plus que les hommes. Et je suis comme Nassim très inquiet d'une descente en Ligue 2 qui pourrait rejaillir sur le budget de cette équipe-là l'année prochaine. Les Nantaises qui joueront ce week-end en Coupe de France à 14h30 face au Mans. Messieurs, ça ne s'invente pas. Ce sera au stade Marcel Sopin. Ce sera au stade Marcel Sopin si vous souhaitez évidemment les encourager. On en vient maintenant à notre bonne vieille Ligue 1 et à cette nouvelle défaite des joueurs du FC Nantes sur la pelouse de la Beaujoire. Les Canaries qui se sont inclinés assez logiquement 2-1 face au Paris FC ce dimanche à la Beaujoire. On revoit tout ça en images avec une entame de match tout simplement catastrophique pour les Nantais qui vont céder dès la 6e minute après cette perte de balle de Coquelin. Kebal trompe Lopez d'une frappe croisée et ouvre le score 1-0. Le Paris FC qui va même faire trembler les filets une deuxième fois dans la foulée. Servi dans la surface, Gori pense inscrire le but du 2-0. But finalement revisionné par la vidéo et annulé pour une faute sur Sissoko. Passé l'orage, le FC Nantes revient un peu mieux en fin de première période et va avoir une première balle d'égalisation. Mais cette frappe sera trop écrasée de la part de Joanne Le Penant. L'égalisation arrivera finalement au retour des vestiaires sur ce long ballon pour Mathis Sabline qui fusille le portier parisien d'une superbe volée du pied droit. Un partout, tout est alors relancé, mais c'est finalement le PFC qui va avoir le dernier mot en fin de match. Centre de la droite pour coller au chaud, laissé seul au second poteau. Score final 2-1 pour le Paris FC. Match raté pour le FC Nantes qui s'incline une nouvelle fois contre un concurrent direct pour le maintien. On écoute tout de suite quelques réactions d'après-match. On fait 30 secondes super bonnes, on arrive à les faire reculer, à les contrer, mais après plus rien. Pendant une grosse demi-heure, on s'est éteint. C'est pas eux qui nous ont éteints, c'est nous qui nous sommes éteints tout seuls. C'est une performance qui est pas au niveau ce soir. Maintenant, il faudra chacun se remettre en question, retourner au boulot et puis il y a encore des matchs qui vont arriver. Et ce soir, c'est une soirée compliquée, il faudra rebondir très rapidement. C'est des concurrents directs, donc forcément, c'est des matchs qui sont super importants. Donc on se doit de se battre, d'être plus dur dans les duels, de gagner beaucoup plus de duels. Parce que là, ce soir, c'est eux qui ont les 3 points et nous 0, on n'avance pas. Joanne Le Penant abattu après la rencontre, un petit peu comme ses coéquipiers. Quelle note vous mettez aux Nantais, messieurs, après cette nouvelle désillusion ? Forcément en deçà de la moyenne, j'imagine.
On va dire 2 sur la première mi-temps, 3 sur la deuxième, donc 2,5 sur l'ensemble du match. 2,5 sur l'ensemble du match. Match raté complètement. Ouais, moi je suis en phase avec Nassim, je vois pas il y a quasiment aucun motif d'espoir sur ce match. Si, il y a 30 bonnes secondes. Oui, 30 bonnes secondes. Non mais en réalité, il y a plus que 30 bonnes secondes sur l'égalisation de Ablin. Derrière, il y a quand même une équipe qui pousse, mais on s'est fait la réflexion en tribune, ça a duré je crois 7 minutes avant qu'ils recommencent à être dans leur torpeur, donc je pense que le 2,5 sur 10 est bien senti. Nassim, c'est l'entame qui plombe le match des Nantais, encore une fois, on le disait, entame catastrophique. En tout cas, après la performance réalisée à Marseille, on aurait pu espérer un rebond à la Beaujoire face au PFC, mais en effet, dès le début du match, on a vu la différence très importante entre les deux équipes. On a véritablement senti une différence athlétique, d'abord physique entre les deux équipes. Dans l'état d'esprit aussi ? Dans l'état d'esprit, mais aussi d'un niveau purement athlétique. On a senti des joueurs mieux préparés à Paris, et puis les schémas de passe, on a senti une équipe qui était organisée et des Nantais complètement à la rue, et surtout pas dans un esprit de révolte pourtant nécessaire dans ce contexte. Avec un coup dur aussi en première période, une sortie sur blessure de Machado qui a un petit peu désorganisé l'équipe du FC Nantes. Ouais, c'est sûr que Machado et Santonge étaient les deux maillons forts de la bonne prestation à Marseille. Ils sont plus là pour plusieurs semaines maintenant, donc on se retrouve avec Koza et Amiens qui sont très limités, pas au niveau Ligue 1 sur ces postes-là de latéraux, donc ça c'est compliqué. Moi, pour rebondir sur ce que disait Nassim sur cette entame de match, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent, ça peut les vexer, c'est pas grave. Il y a clairement un blocage à la Beaujoire. Ils n'y arrivent plus. Un blocage mental, ils n'y arrivent plus. Ils sont comme des chiens sur la première demi-heure à Marseille. Et là, on a des chatons. Donc, il y a un vrai problème. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que le Paris FC, c'est quasiment leur ossature de Ligue 2 de l'année dernière qui est jouée hier. Donc, il n'y avait pas leur recrue quasiment, à part Otavio, à part Trapp. Donc, sur le papier, il n'y a pas une différence de niveau comme ça, au contraire. C'est vraiment en live, inquiétant. En tout cas, on va dire, à part Mathis Ablin, peut-être qui pourrait jouer dans cette équipe, tous les joueurs du PFC sont individuellement supérieurs aux Nantais. C'était assez net quand même hier à la Beaujoire. Et ça se voit aussi sur le momentum du match qu'on vous propose chaque semaine. Vous le voyez, le FC Nantes en vert, le Paris FC en bleu. Et c'est là qu'on voit la grosse domination du Paris FC, avec notamment 10 tirs à 5 ou encore 3 tirs cadrés à 1. On revoit, messieurs, la composition d'équipe alignée par Ahmed Kantari pour cette rencontre avec, vous le disiez, Emmanuel, Nicolas Koza et notamment Kelvin Amiens. Retour au 3-4-3, charnière centrale inédite, composée d'Ibrahima Sissoko, notamment avec donc Nicolas Koza ou encore Tilel Tati, et puis devant El Arabi, Kabela, Ablin, le nouveau trio. Une équipe New Look finalement, avec 3 recrues alignées. C'est ça aussi qui a manqué sur ce match, c'est des connexions entre les joueurs. Finalement, c'est une nouvelle équipe presque. Disons que je pense que j'ai pas été le seul en tribune à être un peu surpris de la titularisation de Sissoko à ce poste. Lui qui est milieu de terrain. Qui est milieu de terrain, et d'ailleurs ça s'est ressenti, tant l'axe central, notamment Sissoko Tati, a été mis très en difficulté par l'attaque du PFC dans la profondeur notamment, et on peut aussi s'interroger sur Kabela qui laissait entrevoir quelques possibilités techniques, mais qui sur ce match-là est aussi lui passé à côté. Compo surprenante aussi, Emmanuel ? Ouais, en fait, moi j'étais pas forcément surpris de voir Sissoko titulaire, parce que Kantari l'a voulu, il le voulait très vite. Il faut savoir quand même que Sissoko, en conférence de presse d'avant-match, avait dit lui-même qu'il n'était pas à 100%. Ouais, mais il avait dit quand même, je postule à une place. Il voulait quand même être titulaire aussi. Oui, il avait bien sûr qu'il voulait jouer, mais il a dit lui-même qu'il était pas à 100%. Mais moi j'ai pas compris pourquoi Mwanga a joué au milieu et pas Sissoko. Il a joué 6 pendant 2 saisons entières à Borum. Il était 6 aussi en Ligue 1. Évidemment, il a déjà dépanné en défense centrale, mais Mwanga est formé à ce poste. Et c'était mieux d'ailleurs quand le système a changé et qu'il est revenu. En fait, ça fait 2 matchs après celui d'Angers où Ahmed Kantari essaye des choses, tente des coups tactiques qui foirent complètement en fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'effet Kantari au niveau tactique, c'est très limité pour l'instant. Au final, on le disait, ça fait encore une défaite à la Beaujoire. Messieurs, on ne cesse de le répéter. C'est la 6e en 7 matchs. Ce qui fait du FC Nantes la pire équipe de Ligue 1 à domicile. Le FC Nantes, c'est 6 victoires sur ses 37 derniers matchs à domicile. Je ne sais pas si on se rend bien compte, ça fait même pas un match sur 6. On a l'impression de se répéter d'année en année, mais c'est vrai que cette série, elle ne s'arrête jamais en fait.
C'est vrai que c'est un peu la honte pour le FC Nantes. Ça dure depuis bien trop longtemps. Et, je crois qu'il y a une stat qui dit aussi que c'est la pire équipe d'Europe à la maison. C'est peut-être bientôt la pire équipe du monde en fait. Être nul à domicile, c'est une chose, mais quand en plus vous êtes aussi l'une des pires équipes à l'extérieur, ça donne un cocktail qui fait que malheureusement vous allez probablement descendre. Le plus grave dans tout ça, c'est que les entraîneurs se succèdent, mais que le mal ne se corrige pas. Oui, parce que sur ces 37 matchs là, il y a du Comboiré, il y a du Castro, il y a Pierre Aristoui, il y a Castro, il y a Gourvenec. Il y a au moins 5 ou 6 coachs différents et ils n'arrivent pas à régler ce problème. Donc il y a un blocage et pourtant le public ne les lâche pas. Hier, les ultras et les supporters les plus chauds du FC Nantes ont continué à chanter jusqu'à la dernière minute. Il y a eu quelques chambrages, mais pas bien méchants. Justement, sur ce chambrage, on va écouter, vous me faites la passive Emmanuel, on va écouter ce qu'en a pensé le gardien du FC Nantes, Anthony Lopes. Ça a été très vite en première période. Voilà, je pense que c'était un moment où on avait plus besoin d'être soutenu que d'être enfoncé. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Nous, on essaie d'être sur le terrain, on essaie de faire abstraction de ce qui se passe un peu autour, même si c'est compliqué parce qu'on est à domicile et qu'on préfère jouer avec notre public avec nous que contre nous. On a plus besoin d'être soutenu que d'être enfoncé, justement. Non, ça rejoint ce que vous disiez, vous n'êtes pas d'accord avec lui? J'adore Anthony Lopes, vraiment premier degré, il a changé beaucoup de choses dans le vestiaire, mais là il est complètement à l'ouest. Vous l'avez très bien dit, c'est la pire équipe d'Europe à domicile sur les 3 dernières saisons dans les 5 grands championnats. Les gens, ils viennent encore au stade, il n'y a pas de débordement, il y a quelques olé très bien, mais c'est tout. Et ça, les gens, ils payent leur place, ils font des kilomètres pour venir voir le FC Nantes. Et en plus, il faudrait qu'ils supportent quand ils se font ouvrir toutes les semaines par toutes les équipes qui viennent, du dernier au premier de la Ligue 1. Il est complètement déconnecté de la réalité, Anthony Lopes, là-dessus. Nassim, sur cette déclaration d'Anthony Lopes? Je pense que ça montre une forme de déconnexion entre les joueurs, en l'occurrence ici Anthony Lopes, et la sensation qu'ont la quasi-totalité des supporters nantais, qui en effet, je trouve, ont une attitude globalement irréprochable et qui continuent à se déplacer en masse pour soutenir l'équipe. Anthony Lopes et ses coéquipiers qui vont en tout cas pouvoir souffler un petit peu cette semaine, respirer en dehors du FC Nantes et du contexte nantais, et ils vont partir pour un stage de 5 jours à Cadix en Espagne. Objectif, renforcer la cohésion du groupe, et Ahmed Kantari nous a dit bénéficier aussi d'un climat un peu plus doux, avec des terrains d'entraînement de qualité après les intempéries. J'ai peur qu'Ahmed Kantari soit le nouveau François Hollande, parce qu'ils annoncent de la pluie toute la semaine à Cadix, donc c'est terrible. Bon, on espère un peu de soleil en tout cas pour les Canaries. On va terminer avec un point classement pour finir cette première partie, messieurs. Pas de changement de position, vous le voyez, pour le FC Nantes, toujours 16e, mais un FC Nantes qui accuse désormais un retard de 4 longueurs sur le 15e Nice, l'OGC Nice, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Canaries dimanche, toujours à la Beaujoire. Est-ce que ce match, ça ressemble déjà à un match de la dernière chance pour un maintien direct en Ligue 1? Oui, ça ressemble à une finale qu'il faut absolument gagner. J'ai déjà fait part de mon pessimisme à ce micro avant la trêve. Les prestations récentes du FC Nantes ne m'ont pas fait changer d'avis, mais en effet, une nouvelle défaite à la Beaujoire, à mon avis, scellerait définitivement les espoirs d'un maintien direct. On a vu qu'elle était prenable, en tout cas en Coupe de France, cette équipe de Nice, mais il faudra montrer un autre visage. Vous faites un partout dimanche, c'est pas bon, hein. C'est pas un bon résultat. Moi, je pense que si on perd ce match, on pourra dire adieu à autre chose que le barrage. Honnêtement, je vois pas cette équipe capable de faire ce qu'a fait le Havre l'année dernière, enchaîner 4-5 victoires sur 7-8 matchs. En cas de match nul, oui, ça laissera un peu les Niçois dans le doute. Ça dépendra de l'histoire de ce match. Si Nice revient à la dernière minute ou si Nantes revient, ça entretiendra une dynamique. Mais pour moi, oui, je suis aligné avec Nassim. Ça ressemble à une finale. Ça peut faire rire en étant si loin de la fin de la saison, mais pour moi, c'est le cas. Affaire à suivre donc dimanche à 15h. Merci beaucoup, messieurs. On passe au top flop. Et comme chaque semaine, on commence par les points positifs, les tops. Il en reste peu, mais il en reste, rassurez-vous. Et après ce match face au PFC, le joueur qui a fait l'unanimité autour de cette table, c'est l'attaquant Mathis Sabline, qui a inscrit son 3e but de la saison en Ligue 1. Le seul à mériter ce top finalement, Nassim? Sur ce match, il n'y a aucun débat. C'est le seul très bon footballeur de cette équipe. Quel plaisir de le voir jouer. Alors, auteur d'un super but, comme au match aller d'ailleurs. D'un super but, et c'est un joueur qui a du ballon, qui a du football. Il y a peu d'aspects positifs cette saison, et puis Mathis Sabline en est un, et autant en profiter jusqu'à ce qu'il soit encore là, puisque j'imagine qu'il va poursuivre rapidement sa carrière ailleurs. Il y a ce but qui est magnifique, il y a aussi cette action là où ça doit faire passe décisive quasiment pour Joanne Le Penant.
une action axiale, une action sur le côté, ça montre un peu toute la palette de ce joueur. Ah non, mais il est archi complet. Il me rappelle un peu Randal Colomwani à l'époque dans sa capacité à déstabiliser une défense, sauf qu'il était un peu mieux entouré, Randal, à l'époque. J'ai beaucoup critiqué Mathis Ablin pour le fait de jouer tout seul, mais aujourd'hui je lui en veux plus. En fait, il est tout seul dans cette équipe, donc qui continue à faire ses solos. Il n'y a que comme ça que ça amène des buts aujourd'hui, donc vraiment c'est un plaisir de le voir. Donc tout sur Ablin, on va voir sa hitmap à Mathis Ablin sur ce match, sa zone d'activité, vous le voyez, beaucoup de points jaunes sur un petit peu tout l'espace du terrain, ce qui montre bien évidemment l'activité de ce joueur, notamment sur le plan offensif. On enchaîne avec les flops, et vous Nassim, cette semaine c'est l'attaquant vétéran Youssef El Arabi qui vous a déçu. Alors c'est pas contre lui contre qui j'en ai, il est bientôt quarantenaire et il est titulaire en Ligue 1. Enfin, juste ça montre aussi à quel point cet effectif a été mal pensé, mal construit, et à quel point il y a des manques dans cet effectif. Voilà, un attaquant de 39 ans titulaire en Ligue 1, c'est compliqué. Il a encore du football, hein, on le sent. Par séquence, ouais. Par séquence, mais je pense que c'est plutôt un joueur destiné à être intégré dans la rotation et à faire des entrées en fin de match plutôt qu'à être titulaire. On le voit, athlétiquement, c'est assez compliqué pour lui. Et je voulais vous montrer aussi sa hitmap parce qu'elle est assez intéressante à Youssef El Arabi. On voit un positionnement très médian sur le terrain. En fait, il est quasiment jamais aux avant-postes. Mais je pense que c'est justement ça illustre ses limites athlétiques dans la mesure où il est en difficulté lorsqu'il doit être lancé dans le dos de la défense. C'est un joueur qui décroche et qui vient rechercher les ballons là où il est encore assez performant. On termine avec votre flop à vous, Emmanuel, et cette semaine il est pour un autre vétéran. Ils n'étaient pas en forme cette semaine, les vétérans du FC Nantes. C'est Francis Coquelin, 34 ans. Ouais, je l'ai trouvé vraiment très en deçà physiquement. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi l'obsession qu'il y a avec Coquelin de le faire jouer dès qu'il est disponible. Il faut qu'il joue, il faut qu'il soit titulaire. Bah, il avait fait le premier but là. Il avait fait une entame très compliquée à Marseille aussi avant de bien se reprendre. Et là, du coup, cette entame compliquée elle a été sanctionnée par un but. Il a pas pesé comme il est capable de le faire. J'espère qu'il n'a pas basculé définitivement du mauvais côté physiquement, mais en tout cas il n'a pas apporté et il a même desservi son équipe hier. Merci beaucoup messieurs pour ces top flops. On passe au dossier de la semaine. Et cette semaine, dans le dossier, on fait un point sur le mercato nantais. Quels sont les enjeux des 2 dernières semaines? Que faut-il espérer? Le FC Nantes a-t-il déjà recruté? On en parle dans un instant, mais je voulais d'abord vous faire réagir à cette information du jour. Messieurs, l'arrivée de cette toute dernière recrue, le défenseur central libyen Ali Youssif, qui a signé avec les Canaries jusqu'en 2028. Montant de l'opération 500 000 € pour le joueur de 24 ans qui évoluait au club africain en première division tunisienne. Ali Youssif portera le numéro 2 pour sa première expérience en Europe avec le FC Nantes. Il fait d'ailleurs partie du groupe de 27 joueurs retenus pour le stage en Espagne. Messieurs, que pensez-vous de cette 4e signature, 4e arrivée? Joueur qu'on connaît très peu évidemment, mais qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un secteur de jeu en tout cas où il y a besoin en défense centrale en effet. Tant Thiel El Tati montre ses limites, et malgré les titularisations qui s'enchaînent, malheureusement je commence à m'interroger aussi sur son niveau pour jouer à ce niveau-là. Pour Thiel El Tati. On voit là le CV d'Ali Youssif s'afficher sur notre écran, donc défenseur central, 24 ans, joueur du club africain en Tunisie, international libyen. Emmanuel? C'est peut-être une très bonne pioche, mais moi on a fait ce type de pari tout l'été. Il n'y en a pas un seul qui a fonctionné. On retente encore des joueurs comme ça de championnat un peu moins mis en avant pour une opération maintien. Il y a normalement un 2e défenseur qui doit arriver central d'ici le 2 février. Donc je pense que lui c'est plutôt un pari sur l'avenir en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est un défenseur très rude qui tacle beaucoup. Donc en Ligue 1, je ne sais pas si avec nos arbitres qu'on le sifflait facile, je pense que ça va pas passer ce côté-là. Après, c'est un défenseur qui est capable de ressortir de sa défense, balle au pied, bonne qualité de passe. Donc très clairement, ce qui manque. Vous avez vu des compilations, vous avez vu des matchs? Non, je me suis renseigné auprès de scouts. Il est quand même assez connu dans le milieu du scoutisme, ce joueur. Donc voilà ce qu'on peut attendre de ce joueur. Mais moi, je pense que son côté dernier tacleur en Ligue 1, ça va pas le faire. Ça reste un petit peu le nouveau Eros Radakov. Ouais, un peu, avec 10 ans de moins, mais un peu. Ouais. Ça reste un pari risqué. Du coup, première expérience en Europe, on le disait, c'est vrai qu'il y a peu de garanties sur cette signature-là. Moi qui m'attendais à un recrutement justement où le club allait ressortir les moyens et faire venir des joueurs très confirmés, on pouvait penser que ça allait être le cas avec les arrivées de Cabella notamment, mais peut-être que le club prépare déjà aussi la relégation et la reconstruction de la future équipe.
on va revoir justement les 4 recrues qui ont signé au FC Nantes depuis ce début de mercato, parce qu'il y a de quoi s'y perdre un petit peu. On voit les sommes s'afficher, là vous le voyez, 2 millions d'euros pour Ibrahima Sissoko qui est arrivé la semaine dernière, Rémi Cabella prêté par l'Olympiakos, 500 000 euros pour Daver Machado, 500 000 euros également pour Ali Youssif, donc la dernière recrue en date. Quel bilan vous faites, vous Emmanuel, pour l'instant de ce mercato? Est-ce que ça répond à vos attentes en Non, partie? il y a des énorméments qu'on voit hier que sur les ailes, il n'y a personne. Mathis Abli est obligé de jouer sur un côté, alors que en neuf, il serait bien mieux. On a vu des ballons en profondeur. El Arabi n'arrive pas à aller le chercher. Ablin, il les aurait pris. Donc il faut des joueurs sur les côtés. Ils ont perdu beaucoup de temps avec Abouklal, qui entre-temps est devenu titulaire au Torino. Et ce sera peut-être un dossier du 2 février, mais ils ont quand même perdu beaucoup de temps sur la recherche d'un joueur offensif. Et résultat, à mi-mercato, ils en ont pas. Rémi Cabella. Rémi Cabella, ouais, mais il est plus là pour fluidifier au milieu le lien entre le milieu et l'attaque. Donc non, on voit que Fabien Santon est très fragile. Il manque clairement un piston droit. Machado, donc il va être absent. Machado qui va être absent 3 semaines. Non, il manque bien encore 3 joueurs dans cet effectif. Ils vont arriver, je pense. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de dossiers du 2 février. Et puis en plus, avec le FC Nantes qui s'enfonce au classement, ça devient beaucoup moins attractif aussi. Les joueurs n'ont pas envie de venir dans cette galère. Là, c'est d'ailleurs Ibrahima Sissoko qui l'a dit en conférence de presse. Il a hésité un petit peu à venir. Lui, en plus, il est resté sur une descente en Allemagne. Il a hésité à se lancer dans ce projet-là. Forcément, c'est pas quelque chose qui est censé attirer les joueurs, la situation actuelle du FC Nantes. C'est sûr que quand tu signes à Nantes, tu sais à quoi t'attendre, c'est-à-dire à une équipe qui va globalement subir ses matchs, et c'est une équipe qui va évoluer en compte certainement, où a priori le nouveau coach va demander davantage d'impact physique, de QI footballistique, mais en même temps les joueurs ne sont pas forcés à venir ici. S'ils viennent, j'imagine que c'est qu'ils y voient aussi une opportunité pour leur carrière. Est-ce qu'il manque pas un attaquant aussi, pour moi, c'est un recrutement clé, dans la mesure où on l'a dit, Youssef El Arabi pour moi ne peut pas être titulaire dans une équipe qui prétend à jouer en Ligue 1. Ganago, on ne sait pas encore, il est en train de revenir, mais on l'a pas encore. Quand je vois l'attitude de Ganago, notamment sur le deuxième but, je me dis qu'il était peut-être mieux aussi ailleurs qu'à Nantes. Voilà, la question reste pour Mostafa Mohamed aussi, qui est en difficulté cette saison, à l'instar de la plupart des joueurs de cet effectif. Moi, je pense toujours qu'il peut avoir le niveau, mais encore faut-il avoir les ballons, et c'est pas sûr dans cette équipe. On n'aura pas le temps pour relancer un débat, messieurs, sur Mostafa Mohamed, qui je n'en doute pas aurait été très animé. Côté départ, 2 joueurs pour l'instant sont partis. L'attaquant Yacine Benatab, qui a été prêté à Reims en Ligue 2, il est parti retrouver Nicolas Palois. Bon, il l'a pas connu d'ailleurs, mais il jouera avec Nicolas Palois. Et aussi le milieu Yoon Sok Hong, qui est retourné dans son club de Mayence et qui a été reprêté dans la foulée à la Gantoise en Belgique. D'autres joueurs pourraient suivre encore, comme Michael Lado ou encore Yok Yu Kwon, qui n'ont pas été retenus pour le stage en Espagne. Voilà pour ce point mercato, messieurs, affaire à suivre évidemment pendant ces 2 prochaines semaines. Le mercato fermera le 2 février prochain à 20h. On termine, nous, pour notre part, dans la bonne humeur avec notre fameux quiz de fin d'émission. Et un enjeu de taille ce soir. Emmanuel Merceron, excusez-moi. C'est le président. Emmanuel Merceron sera-t-il toujours invaincu ce soir? Nassim Badri sera-t-il le premier à le faire tomber? Suspense. Et le sujet du quiz cette semaine, c'est l'équipe de France et le FC Nantes, messieurs. Ah, c'est pour ça la confusion. Et évidemment, sur la France, on l'a appris cette semaine. Le FC Nantes va rejouer à la Beaujoire. Ça sera le 4 juin prochain face à une sélection africaine dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde. On s'en réjouit évidemment de voir les Bleus jouer à la Beaujoire. Petit quiz donc autour de ce thème. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Prêt. C'est parti. Nassim, vous avez la pression ce soir. Vous pouvez faire tomber le champion. Quelle sélection africaine l'équipe de France a-t-elle déjà affrontée dans son histoire à la Beaujoire? Cameroun. Côte d'Ivoire. Eh bien, c'était le Cameroun, en effet. Première réponse pour Nassim. C'était quelques jours avant le début de l'Euro 2016. Vous vous souvenez bien de ce match, Nassim? Sur quel score s'est terminé ce match entre la France et le Cameroun? 2-0 pour les Bleus. 2-0 pour les Bleus de ce côté-ci de la table. 1-0. 1-0 pour Nassim. Je peux pas vous donner... Si, je peux vous donner le point parce que c'était 3-2. Il y a eu des buts. Vous y étiez, mais vous en souvenez pas beaucoup, messieurs. Il y avait eu des buts. Il y avait notamment eu ce coup franc de Dimitri Payet qui avait offert la victoire aux Bleus en toute fin de match. Dimitri Payet, évidemment, le joueur maison qui avait brillé ce soir-là. Je vous compte un demi-point, Nassim, là-dessus. Manu, va falloir ouvrir le C'est parce que vous voulez que je perde. Celle-ci remonte un petit peu plus loin. Messieurs, quel joueur de l'équipe de France est le dernier à avoir inscrit un doublé avec les Bleus sur la pelouse de la Beaujoire? Thierry Henry.
Thierry Henry. France-Lituanie. Thierry Henry, France-Lituanie, je suis obligé de le donner à Emmanuel qui l'a donné avant. Et ce jour-là, il était devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Thierry Henry déjà au stade. Dépassant Michel Platini. Vous étiez déjà au stade ? Ouais. Magnifique. Moi j'étais à l'étranger. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il nous reste 2 questions. C'est très serré. Quel joueur de l'équipe de France a inscrit le seul but de la rencontre en 2007 face au Danemark ? Pourquoi ce match ? Pourquoi ce match ? Eh bien, j'avais un indice à vous donner. Donc ce joueur. Ah, c'est un ancien Nantais alors. Ce joueur qui a marqué en 2007 face au Danemark a aussi marqué lors du match des légendes à la Beaujoire en juin dernier. Alors pas avec les couleurs de Nantes, avec les couleurs de Variété Club de France. Wiltord ? C'est pas Wiltord. Il a pas suivi le match qui était diffusé sur Télé Nantes pour l'instant. Si, je vous ai vu faire les interviews. Buteur à la 13e minute, allez je vous le donne, c'était Robert Pires. Pour une victoire 1-0 face au Danemark. On a une dernière question et c'est là que tout peut se jouer, c'est là qu'Emmanuel peut tomber. Combien de matchs ont disputé dans leur histoire les Bleus à la Beaujoire ? 7. 7 pour Nassim. Le plus proche l'emporte. 9 pour Emmanuel, c'était 6. Bonne victoire, bonne réponse et première victoire. Ça fera 7 avec le prochain match. Merci, ça fera 7 en effet avec le prochain match. C'était presque un tout pile. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer toute l'actu du FC Nantes, notamment ce prochain match dimanche à 15h.